Salut! Moi, c'est Geneviève, je suis une adulte qui bégait et candidate à la maîtrise en orthophonie. Dans cet épisode, avec Judith, qui est orthophoniste et co-animatrice de Je suis un podcast, on parle de la variabilité du bégaiement, qui est un sujet au cœur de l'expérience des personnes qui bégaient. On discute de certains aspects qui peuvent influencer cette variabilité et de comment cette réalité peut être vécue par les personnes qui bégaient. On termine l'épisode en présentant des études sur le sujet ainsi que les implications cliniques de cet aspect du bégaiement. Bonne écoute! Salut Geneviève! Salut Judith! Aujourd'hui, à l'épisode de Je sous un podcast, on va parler de variabilité du bégaiement. C'est drôle parce qu'au début, quand tu as proposé ce sujet-là, c'était une de tes idées, puis tu vas nous dire d'ailleurs pourquoi tu étais super motivée à ce qu'on en parle. Au début, je me disais, ouais, mais tu sais, on dirait que, on le sait, là, que le bégaiement varie d'une situation à l'autre, d'une personne à l'autre, puis tu sais, selon différents facteurs. Puis je me disais, ouais, est-ce qu'on va passer, tu sais, une heure à parler de ça? Et oui, mon Dieu, que oui. La réponse est oui parce que, tu sais, dans la recherche récemment, il y a eu beaucoup d'études. Ce qui est différent maintenant, c'est qu'on a une idée de comment les gens qui bégaient le vivent, cette variabilité-là. Puis, c'est ça que je trouvais qui était super. Fait que je suis vraiment contente qu'on parle de ça aujourd'hui. Puis, veux-tu nous dire un petit peu, toi aussi, tu sais, comment t'es arrivé à parler de ce sujet-là pour l'épisode? Oui, en fait, la variation du bégaiement, c'est un sujet dont je voulais pas parler avant. C'est quelque chose qui me faisait vraiment honte, dont j'étais gênée. Puis je pense que de mon expérience personnelle, puis de ce qu'on a vu dans les études qu'on a lues pour la préparation de cet épisode-ci et dont on va parler plus tard, je pense que c'est la variabilité du bégaiement qui est au cœur de la plupart des émotions négatives liées à ce trouble de la parole. Je pense que le fait que ça varie, ça nous donne... Ben, c'est comme si notre conception du bégaiement, c'est comme si on se disait, si je bégayais pas parfois, ça veut dire que si je me forçais assez, que je serais capable de pas bégayer jamais. Puis comme on va voir tantôt, on voit que nos émotions agissent sur cette variation-là aussi. Donc, on peut se percevoir comme des gens qui sont pas capables de bien gérer leur stress ou leur excitation ou leurs émotions, tu sais. Puis, c'est ça, je pense que le fait que ça varie est au cœur de beaucoup de choses négatives dans la gestion du bégaiement. Puis c'est extrêmement important qu'on en parle. Comme je disais tantôt, j'ai beaucoup eu honte de ça, au point où est-ce que j'étais dans le déni, où je me disais que non, dans le fond, ça ne varie pas tant que ça. Comme si cette variation-là, ça n'existait pas. Je voulais pas en parler. Puis, en fait, c'est quand je parlais à une orthophoniste française qui est excellente, qui s'appelle Juliette de Chassé. Puis je lui confiais en fait que le but dans mon bégaiement, c'était qu'il ne varie plus, que dans toutes les situations, que je bégayais de la même façon. Puis pour moi, ça avait beaucoup de sens, tu sais. Mais elle m'a tout de suite dit que je me tirais dans le pied à penser ça, que ça n'avait pas de sens parce que c'est dans la nature même du bégaiement de varier. Donc, si j'essaie de faire en sorte qu'il varie jamais, c'est un but qui est un peu impossible à atteindre. Ben ouais, puis même en orthophonie aussi, tu sais, quand on est en intervention, ce qu'on apprend à l'école et tout, c'est d'aller chercher la fluidité, par exemple, si c'est ça l'objectif du client.
puis de le maintenir dans la journée, de le maintenir dans les situations, puis de le maintenir à travers les années, puis, tu sais, puis c'est ça, des fois, je pense qu'on oublie ce concept-là de variabilité qui est un grand irritant pour la personne. C'est malgré elle, là, que le bégaiement varie parce que c'est comme ça, le bégaiement, tu sais. Puis on peut pas, comme on se disait, on veut pas avoir le contrôle du bégaiement, c'est pas ça du tout le but. Fait que je pense qu'aujourd'hui, c'est vraiment pertinent d'aborder ce sujet-là plus en profondeur, autant pour les orthophonistes, les étudiants qui nous écoutent et les gens qui bégayent aussi. Et je pense que depuis, en fait, que je me plonge dans ce sujet-là, ça me fait tellement du bien. Je remarque que ça me faisait vraiment peur avant, puis que depuis que j'ai parlé avec Juliette, c'est comme si je me suis dit, OK, là, c'est vraiment le temps que j'aborde ça de front. C'est une des choses que j'ai le plus de difficulté à accepter. Puis on dirait que j'étais mûre pour me plonger dans ça. Je réalise que c'est que dans le déni, il y a comme rien qui avance, puis on est figé, tu sais. Puis c'est vraiment quand on va vers ce qui nous fait peur qu'on fait des belles découvertes. Et c'est dans cet épisode-ci qu'on va vous partager le fruit de nos recherches. Ouais, vraiment. Et pour commencer, on va vous faire écouter une vidéo. En fait, c'est une vidéo qui est sur YouTube de la Faculté de médecine de l'Université de Montréal. C'est Madame Julie Fortier-Blanc qui va nous parler de ça, de pourquoi le bégaiement varie. Et Madame Fortier-Blanc, elle est maintenant à la retraite, là, mais moi, je l'ai eue comme professeure à l'université. Elle a été ma directrice de maîtrise, même. Puis elle a vraiment eu un très grand impact là, dans le domaine de l'orthophonie et de la fluidité en général au Québec. Donc, on va vous laisser écouter ce petit vidéo-là. En fait, l'audio du vidéo, vous pourrez aller le voir sur YouTube si vous voulez la voir. Et c'est à peu près 3 minutes là, que ça dure, puis après ça, on va en reparler. L'enfant ou l'adulte qui bégaie ne bégaie pas tout le temps, ni sur tous les mots ou sur toutes les phrases. C'est normal. Les dysfluidités ou hésitations dans sa parole vont se retrouver surtout au début des phrases, parce qu'en effet, c'est commencer ou débuter la parole qui est difficile pour la personne. Toutes les ressources doivent se mobiliser pour être capable de planifier la parole très rapidement, et c'est effectivement quelque chose qui est difficile pour la personne qui bégaye parce qu'elle a un système de contrôle de parole qui est beaucoup moins efficace et donc vont apparaître des dysfluidités dans sa parole. Il y a plusieurs facteurs qui expliquent ou qui font varier la sévérité du bégaiement. Il y a l'émotion, il y a ce que la personne doit dire ou l'importance de ce qu'elle a à dire, les personnes à qui elle doit parler, les situations, et toutes ces choses sont différentes pour chacun des individus. Plus la situation de communication est complexe ou plus elle est chargée d'émotions, plus il y a de chances d'avoir davantage de bégaiement. Parfois, il n'y a pas de façon d'expliquer pourquoi le bégaiement varie. Chez le jeune enfant, souvent sa parole peut passer de périodes où il y a beaucoup de bégaiement à des périodes de plus grande fluidité où la parole coule très bien. Et ces variations-là sont très fréquentes chez l'enfant d'âge préscolaire. L'émotion perturbe souvent le bégaiement et c'est une des raisons pour lesquelles on croit à tort que le bégaiement est d'origine psychologique. Il faut comprendre que les personnes qui bégayent n'ont pas plus d'émotions que les autres, mais comme ils ont un système de contrôle de parole qui est plus vulnérable, l'émotion va davantage déstabiliser leur parole. Autant les émotions négatives que positives, comme l'excitation, peuvent augmenter la fréquence de bégaiement. C'est un peu comme si le cerveau avait de la difficulté à gérer le tout ensemble, à la fois les émotions et la production de la parole. Il faut dire que le regard des autres, le fait de vivre dans notre société avec un problème de bégaiement et les exigences qu'une personne a face à sa propre parole font en sorte que les personnes qui bégayent
développent souvent de l'anticipation face à leur bégaiement, des sentiments de peur et même de tristesse qui peuvent influencer négativement leurs paroles. Avec le temps, et surtout chez l'adulte, il y a des sons et des mots qui vont provoquer davantage de bégaiement. Il y a des situations également qui sont beaucoup plus difficiles et souvent les personnes qui bégayent tentent de les éviter, comme devoir parler au téléphone ou parler devant des groupes. C'est ce qui rend la problématique du bégaiement si complexe et on peut conclure que l'émotion ne cause pas le bégaiement, mais peut l'aggraver. Je pense que cette vidéo-là est une excellente entrée en matière pour notre sujet. Quand je l'ai découvert il y a quelques semaines, ça m'a tellement fait du bien de... C'est comme si on me rassurait, tu sais. Parce que il y a plusieurs points que Julie Fortier-Blanc aborde dans ce vidéo-là qui sont tellement importants à dire, puis qui sont tellement au cœur de plusieurs préjugés sur le bégaiement qui persistent encore à ce jour. C'est fréquent, là, quand je dis aux gens que je bégais qui vont dire, par exemple, « Ah oui, il y a telle personne que je connais qui bégait aussi. J'étais sûre que c'était seulement lié à la nervosité, à la gêne. » Puis j'en profite là, pour gentiment donner quelques explications pour déconstruire ça. Mais n'empêche que j'ai internalisé, je suis certaine qu'il y a plein d'autres personnes qui bégaient aussi, j'ai internalisé plusieurs de ces idées-là. Puis j'aimerais revenir, c'est ça, sur quelques éléments dits dans la vidéo. Par exemple, Madame Julie Fortier-Blanc dit qu'il faut comprendre que les personnes qui bégaient n'ont pas plus d'émotions que les autres. Je trouve que c'est tellement vrai parce qu'on aurait tendance à penser que c'est parce qu'elles sont plus stressées, mais tu sais, c'est pas ça. Dans le fond, c'est juste que quand il y a des émotions, puis encore là, c'est pas pour tout le monde, mais quand il y a des émotions, puis on en a toujours, là, tu sais, mais quand il y a des émotions qui sont juste un peu plus intenses, comme on a tous, quand tu bégaies, ça paraît plus, tu sais. Puis je trouve que la manière qu'elle le dit, ça m'a fait sentir comme « Ah, c'est juste ça! » Ça m'a déculpabilisé beaucoup. Puis j'aime ça quand elle explique que c'est parce que le système de contrôle de la parole est plus vulnérable et moins efficace. Donc, il se laisse davantage perturbé par des éléments comme les émotions et d'autres choses. Puis c'est ça, c'est comme qu'elle dit, on a de la misère à gérer tout ce qui se passe. Puis je remarque vraiment que plus la situation est complexe, par exemple, j'ai longtemps fait, dans l'époque pré-COVID, du covoiturage avec Amigo Express et je conduisais. Et là, le fait de conduire avec 3 inconnus dans mon auto, de voir, je sentais que je devais leur parler pour être gentille puis pour pas avoir l'air bête. Oui. Dans ces situations-là, je pense que mon bégaiement était souvent à son plus haut, tu sais. Puis intéressant, je remarquais que plus la conversation avançait, plus notre voyage, comme si on partait, plus le temps avançait. Plus le temps avançait, moins je bégayais dans la conversation. Puis ça, c'est quelque chose que, quand je lisais, par exemple, dans des textes, on voit que plus la personne qui bégait se calme, moins elle bégait, tu sais. Puis à chaque fois que je lisais des choses comme ça me tiquait énormément parce que je trouvais que l'image que ça donnait des gens qui bégaient, c'est comme... un coup qu'elle s'est calmée, là, puis qu'elle se déstresse, elle bégait moins. Tu sais, comme si, je sais pas, j'avais l'impression que c'était paternaliste, en fait, que c'était simpliste et réducteur. C'est clair. Mais pour revenir à ce que je disais
quand j'étais quand j'étais conductrice pour Amigo, parce que là, j'ai plus d'auto, fait que je suis plus conductrice, je remarquais que, dans le fond, c'est vrai, mais c'est pas nécessairement juste parce que je me suis calmée, mais que la situation est moins complexe. T'sais, Ouais. la personne, je la connais un peu mieux, je l'ai saisi, notre sujet dans notre conversation est bien établi. Fait que c'est comme, à mesure que la situation avance, à mesure qu'elle se décomplexifie, c'est comme ça que je le vois, tu sais. Puis c'est normal quand tu rencontres quelqu'un pour la première fois, mais la situation est un peu plus complexe. Puis là, c'est complexe parce que, en plus, je suis en train de conduire. Ouais. Puis là, je bégaye, puis mettons, je ferme mes yeux, puis je me dis, ben, ferme pas tes yeux, tu conduis. Fait que, tu sais, il y a tout ça qui se passe dans ma tête aussi. Fait qu'on dirait que dans cette vidéo-là de Julie Fortier-Blanc, ça l'a comme donné un autre regard sur ce qui se passe quand on bégaye. Puis ça... Ouais, c'est pas un regard qui est simpliste, parce qu'on sait que le bégaiement, c'est complexe. On peut pas regarder ça avec un œil... avec une analyse trop simple. Ouais, puis ça fait full de sens ce que tu dis, parce que dans le fond, tu sais, quand la responsabilité est plus grande, tu sentais la responsabilité de parler à l'autre, de conduire, tu sais, faut pas que tu fasses un accident non plus. Fait que tu sais, ton attention est divisée, t'as plus d'exigences, si on veut, là, tu sais, fait que ça fait comme plus de pression, puis ça fait que, comme on se disait, le système de parole peut comme avoir de la difficulté à tout gérer ça. Puis effectivement, mais c'est comme si le fait de s'habituer, l'habituation fait en sorte que, ça devient comme plus facile, t'es plus à l'aise, puis c'est plus... Puis ça, c'est tellement quelque chose qu'on entend souvent, là, tu sais, justement, c'est tellement fréquent chez les gens qui bégayent, ce que tu dis, là, tu sais, que l'arrivée avec des nouvelles personnes ou initier la conversation, c'est comme, oups, ça demande un petit peu comme... Ça demande plus de charge, si on veut, cognitive ou émotive, ou une charge pour la personne, puis après ça, puis là, le bégaiement, des fois, peut être un petit peu plus élevé, puis après ça, ça peut diminuer. Puis ce qui m'aide aussi à comprendre tout ça, c'est que pour n'importe qui, qu'on bégaye ou pas, rencontrer une nouvelle personne, c'est un stress souvent. Puis chez les personnes qui bégayent, ce stress-là va se répercuter sur la fluidité. C'est vrai. Si on pouvait voir ce qui se passe dans notre cerveau ou dans nos émotions, comme si on pouvait voir sur un graphique ce qui se passe dans nos corps quand on est dans une situation qui est complexe ou nouvelle, chez n'importe qui bégaye ou pas, je suis certaine que les variations seraient les mêmes ou presque, t'sais. Mais c'est juste que ces variations-là, ça influence la fluidité chez les personnes qui bégayent. Et encore là, en plus, quand tu bégayes, puis c'est complexe parce qu'en plus, quand tu bégayes, que tu as internalisé beaucoup de choses sur ta parole, c'est normal que ça te stresse plus. Mm-hmm. Donc, il y a ça aussi à prendre en compte, je pense. Ouais, c'est vrai. Puis ça me fait penser, tu sais, tu m'avais dit que dans ton cours de troubles de voix là, à l'université, vous aviez parlé de la coordination phono-respiratoire pour les gens qui bégayent pas. Ça veut dire c'est coordonner la phonation, donc la voix quand je respire. Puis tu avais vu que même les gens en fait, tout le monde, que des fois on a de la difficulté à coordonner la respiration et notre phonation dans une situation plus complexe. Oui, c'est ça. Ce que je trouve vraiment bien, je fais une courte parenthèse, mais ce que je trouve vraiment bien en tant que personne qui bégaye, qui est à la maîtrise en orthophonie, c'est qu'on dirait que tout ce qu'on étudie, je le vois du point de vue du bégaiement aussi. Fait que je fais plein de liens dans ma tête. Et quand la professeure a parlé de la coordination phono-respiratoire, c'est ça, elle disait qu'on coordonne pas toujours bien. Plus la situation est complexe, comme on pourrait dire qu'une situation qui est complexe, c'est enregistrer un podcast, par exemple, donner un cours, être dans une entrevue. Souvent, moins notre coordination phono-respiratoire va être bonne, donc on va des fois parler au bout de notre souffle ou pas prendre assez d'air pour la quantité de mots que l'on voulait dire. Puis quand on est dans une situation plus simple, donc plus détendue, ça se fait vraiment mieux, tu sais. Fait que je me disais, mon Dieu, si la coordination phono-respiratoire se fait moins bien pour tout le monde dans ces situations-là, c'est comme normal que si
si tu bégaies, donc ta coordination dans ta parole est déjà atteinte, ben c'est normal que la complexité de la situation puis plein d'autres facteurs comme Julie Fortier-Blanc explique très bien, vient jouer sur la coordination de notre parole. Ouais. Tu sais, puis moi, je me souviens, là, ça m'est déjà arrivé, là, de commencer un cours à l'université, puis on dirait, là, que j'ai plus de souffle, tu sais. Ou tu commences une formation, tu parles à un groupe, puis ouais, on me semble que je suis au bout de de mon air. Tu sais, c'est ça. Puis après ça, après quelques minutes, ça s'en va, puis c'est correct, tu sais. C'est exactement ça. Fait que c'est C'est ça, intéressant, ouais. hein, de voir que c'est ça, notre corps, avec tout ce qu'on vit, puis les émotions qu'on vit, ben, il réagit d'une certaine façon, tu sais, pour tout le monde. Ce que je trouve vraiment intéressant, vraiment beau aussi, c'est que Julie Fortier-Blanc dit que il y a des fois où on sait pas ce qui fait que le bégaiement varie. Comme, on sait juste pas, tu sais, qu'il y a pas d'explication, tu sais, c'est pas parce que la personne, tu sais, mettons, il y a des fois que je peux être très calme chez nous, puis je vais bégayer plus, tu sais. Et je remarque, là, je sais pas, c'est pas une étude scientifique du tout, mais je remarque que quand je suis dans mes SPM, je bégaye beaucoup plus. Pour vrai? Puis Ah ouais, dès hein? que les menstruations commencent, je me sens plus fluide. Mais tu sais, encore là, Puis, c'est vrai parce que tu sais, ouais. les femmes, on a tellement des variations d'hormones incroyables là, dans nos cycles menstruels, on est enceinte, quand on accouche, quand on est en préménopause, en ménopause. Euh, Fait que c'est vrai que c'est d'autant plus peut-être un autre facteur tu sais, qui vient jouer sur le corps. Puis ben tout notre corps, il y a le système de parole, puis on parle comme on se disait souvent dans la journée. Fait que ça a peut-être tout ça un lien, tu sais. Ce serait intéressant de voir s'il y en a d'autres personnes qui relate, là, tu sais, qui se sentent que c'est comme ça aussi pour elles, là. Certaines femmes qui bégayent, là, ça serait intéressant de voir. Ouais, ben j'avais posé la question dans un groupe sur Facebook. J'avais demandé aux femmes qui bégaient et qui ont été enceintes, est-ce qu'elles bégayaient plus pendant leur grossesse? Puis il y en a beaucoup qui ont répondu oui. Oh my God, c'est intéressant ça. Ouais. Puis là, je me disais, oh, qu'il y a des études sur le sujet, ça serait intéressant, mais là, il y a tellement... Ben, on s'entend, il y a 1% de gens qui bégayent, mais peu de femmes. C'est comme une femme pour 3 hommes. Ouais, Que 3-4 hommes, ouais, il c'est ça. faudrait Fait que ça vraiment fait. trouver du monde. En tout cas, parenthèse. Ouais. Ben, ça fait quand même pas mal de femmes, mais c'est vrai qu'il y en a moins que les hommes, là. Mais oui, tu sais, ce que tu disais aussi, c'est ça. Tu sais, moi, ce que j'entends en clinique, c'est souvent ça. Des fois, les adultes vont dire ah, là, je pensais bégayer, puis finalement, ah, j'ai pas bégayé, mon Dieu, tu sais. Et le contraire, tu sais, comme je me sentais là bien, ou je me disais, ah, je bégayerai pas, puis là, ah, mon Dieu, j'ai eu un blocage, je comprends pas, tu sais. Fait que c'est ça aussi, c'est vrai que c'est un grand irritant parce qu'on sait pas quand ça peut arriver, puis c'est pas toujours pareil, c'est ça, c'est Ouais. variable. Fait que c'est vrai que c'est vraiment euh, un irritant majeur pour les gens qui bégayent. Ouais. Ça me fait penser que c'est vrai qu'on peut chercher à trouver une raison pourquoi j'ai bégayé plus, pourquoi j'ai bégayé moins. Mais souvent aussi, comme j'ai l'impression que de mon expérience personnelle, travailler sur ma relation avec la surprise est comme plus efficace que de chercher à contrôler est-ce que je vais bégayer ou pas. Mais tu sais, ça, c'est personnel, là. C'est de mon point de vue. Mhm. Je peux comprendre que c'est pas tout le monde qui va penser ça, mais Ouais. bref, c'est une réflexion. Fait qu'on pourrait dire, pour résumer, que la variabilité du bégaiement, c'est le résultat de différents facteurs que l'on additionne. Donc, il y a des causes qui sont génétiques, comme on parle dans l'épisode 9 de Je suis un podcast. Je crois que c'est l'épisode 9. En tout cas, si c'est pas ça, on va mettre le bon épisode dans nos références. Et la génétique vient jouer sur le fonctionnement du cerveau. Puis dans le cerveau, il y a des choses qui font en sorte que la coordination de la parole, que la production de la parole est moins efficace et plus vulnérable à des facteurs, comme on a dit tantôt. Et là-dessus, il y a des facteurs personnels, environnementaux,
linguistique, comme la complexité du mot ou des sons qu'on ne produit pas souvent, comme si on parle dans une autre langue, par exemple. Et comme on a dit tantôt, bien sûr, les émotions et la situation. Donc, tout ça, c'est comme un melting pot de facteurs propres à chacun qui font en sorte que le bégaiement varie. Puis, tu sais, ce qu'elle disait aussi, peut-être dernière chose que ça me fait penser pour le vidéo de Madame Fortier-Blanc, tu sais, elle disait qu'avec le temps, surtout chez l'adulte, il y a des sons et des mots qui peuvent provoquer davantage de bégaiement. Mais ça, dans le fond, on appelle ça l'effet d'anticipation, que quand on vieillit avec le bégaiement, c'est comme si notre cerveau, à un moment donné, on commence à savoir ou à se dire, ah tiens, tel son, je bégayais plus, tel mot. Puis là, mais ça c'est des pensée ou c'est un sentiment que la personne qui bégaye a qui va se solidifier ou se devenir de plus en plus clair. Puis ça, c'est tellement, tellement, tellement fréquent là, que les adultes, là, je te dirais, c'est ça. Des fois, je dis 8 mots avant, là, ils savent qu'ils vont vouloir dire tel mot. Puis là, ah, je vais bégayer sur ce mot-là. Fait que là, tu sais, c'est sûr qu'il y a le réflexe premier, c'est de changer de mot ou de dire un mot qui contient pas le son qui est difficile ou de changer ma phrase, de dire autre chose ou de, tu sais, fait que, dans le fond, cet effet d'anticipation-là, souvent, moi, je trouve qu'il commence à d'âge scolaire. Je trouve que vers 7-8 ans, les enfants souvent le savent. Ah oui, je dirais pas ce mot-là pour certains enfants. Puis adolescents, d'autant plus, ils anticipent certains sons, certains mots. Puis adultes, on le voit beaucoup, beaucoup, beaucoup. Là. Fait que ça, c'est quelque chose qui est quand même, qui fait partie du bégaiement, puis qui est tout à fait normal. Parce que le corps ne veut pas bégayer à quelque part. Puis anticipe le bégaiement pour l'éviter. Je me demande aussi, là, je sais pas à quel point c'est scientifique, mais ça fait plusieurs fois, je pense à ça, sans avoir pris le temps de faire des recherches sur le sujet. Puis même dans la préparation pour le podcast, ça m'était sorti de la tête, donc ce que je dis, c'est improvisé, là. Je me demande, dans mes cours, on a appris que quand on apprend à parler, quand on parle, on est constamment en train d'entendre ce que l'on dit. Puis on se réajuste avec ça. Ouais. Puis je me demande si on bégaye toujours sur un mot parce qu'on anticipe ou pas, ben en partie parce qu'on anticipe. Puis on s'entend toujours bégayer sur ce mot-là. Est-ce que ça se peut que la rétroaction sensorielle qu'on a quand on produit le mot et qu'on bégaye, ce mécanisme-là, ça vient jouer sur l'effet de chronocisation qu'on va bégayer plus sur certains mots. Mm-hmm. Donc, je lance ça dans les airs comme ça. Moi, c'est un sujet que j'aimerais étudier, là, peut-être pour un doctorat. Ouais. Whatever. Ouais, parce que, ben en fait, c'est ça, tu sais, une des hypothèses du bégaiement, c'est que cette rétroaction-là, elle est moins bonne qu'une personne qui ne bégaye pas. Parce que quand on parle, là, on est toujours en train de s'analyser. Avant le mot, mettons, on parle juste d'un son, disons qu'on y va très, très simple, là. Avant le son, pendant le son, à la fin du son, après, je suis toujours en train, mon cerveau est en train de voir, OK, je l'ai-tu bien produit? Puis on va rapidement, si jamais le son est mal produit, on va se corriger rapidement. Puis en bégaiement, une des hypothèses, c'est ça, c'est que la personne, il y a un délai là-dedans, dans cette rétroaction-là, à différents niveaux. C'est des fois dans la planification ou quand c'est au niveau moteur, quand je suis en train de dire le son, il y a un délai, puis après aussi, il y a un délai. Fait que, tu sais, cette boucle-là est comme moins efficace. Donc, peut-être, tu sais, que le fait d'avoir, disons, si je bégayais toujours sur le mot Québec, ben, quand même, le Q, moi, je l'entends souvent en clinique, là, que le Q est plus difficile, ou le T, aussi le T, là, disons Québec. Ben là, peut-être effectivement que mon corps le sent, c'est plus difficile. Fait que mon corps le sent, ma tête s'en souvient, et là, ça crée doublement peut-être un message de je vais bégayer à Québec la prochaine fois. Puis c'est ça, effectivement, c'est super intéressant Vraiment intéressant. Ouais, d'essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe. C'est pour ça que, tu sais, idéalement, c'est qu'on essaye de, comme Juliette de Chassé disait, c'est qu'on essaye, moi, ce que j'essaie de dire à mes clients, c'est on prend du recul par rapport à ces sons-là. Puis d'essayer de se dire, OK, oui, le que c'était plus difficile, on va le redire, puis pour que tranquillement, ce son-là, que j'ai pas tout de suite dans la tête, ah, je vais bégayer sur ce son-là, mais de dire, ce son-là, je suis capable, ça, je vais le dire, je vais dire Québec.
puis de prendre du recul face au bégaiement, de dire les mots, puis de vivre le bégaiement, on en a parlé beaucoup dans les autres podcasts, là, de vivre le bégaiement quand ça arrive, puis d'essayer d'être dans le moment présent. On revient à ça, tu sais, d'être dans sa bouche, là, ici, maintenant, quand tu dis Québec, là, je suis dans mon qui. Je suis pas dans mon dans ma voyelle, là, je suis dans mon qui. Puis après ça, je suis dans b, qui. Tu sais, d'aller vraiment un son à la fois ou, tu sais, un bout à la fois, de rester dans le moment présent. Ça, c'est tout qu'un apprentissage, par exemple, là. Puis ça, d'ailleurs, on va en reparler dans un autre épisode de pleine conscience avec le bégaiement, comment on peut essayer de... Puis le but, c'est pas non plus de jamais anticiper, parce qu'on est des adultes, puis notre cerveau, il va toujours vouloir anticiper. C'est de le reconnaître, de dire, ah tiens, là, je suis en train d'anticiper le mot. OK. Puis on se remercie, on se dit, ah tiens, je m'en suis rendu compte. Bravo à toi. Puis on revient à qu'est-ce que tu es en train de dire présentement, tu sais. Puis le mot, dans le futur, on n'est pas là, on est dans le présent. En tout cas, je sais pas si ça fait du sens. Oui, je vraiment. Là, je fais full de gestes quand je parle. Vraiment, Là, beaucoup de sens. Ça a beaucoup de sens pour moi. Ça me fait penser. Il y a aussi d'autres, je me souviens plus des noms, là, mais il y a des pionniers dans le bégaiement. Un en particulier, je pense, qui disait que penser au son suivant, ça l'aide aussi. Peut-être parce que ton attention est détournée du blocage. Il y a des fois, moi, je pense à la voyelle qui suit, puis ça m'aide. Je pense que le bégaiement, c'est tellement complexe que t'as pas le choix d'avoir beaucoup de choses dans ta boîte à outils. Autant des techniques que des éléments de la pleine conscience, comme tu as parlé tantôt, que de la bienveillance, que des connaissances sur ce que le bégaiement c'est. Puis ces outils-là varient selon la personne aussi, tu sais. Il y a des choses qui peuvent ne pas être là, comme des éléments de pleine conscience. Si ça parle pas à personne, c'est bien correct. Si les techniques, ça parle pas à la personne, c'est bien correct. Fait que tu sais, c'est tellement... C'est ça, c'est quelque chose de complexe qui s'inscrit dans une culture. Faut comme vraiment avoir là, un portrait global pour que l'intervention soit efficace, je pense. Ben tellement. Puis ça, c'est tellement le mur à mur dans la littérature, là. Puis c'est ça, t'as raison. Tu sais, là, moi, ce que je pense, c'est de revenir au son. Mais si toi, tu te rends compte que, ah, mais tu sais, moi, si je mets mon attention sur la voyelle suivante, je trouve que ça va mieux, ben go! C'est de bien se connaître. Faut bien se connaître. Puis encore là, on est là pour ça, hein, le podcast, c'est de parler du bégaiement. Puis de se sentir plus à l'aise avec le bégaiement. Puis d'enlever des mythes qu'on a. Puis de tranquillement de s'en faire comme un ami, là, tu sais, là, je parle comme Evelyne Crépeau, la travailleuse sociale, là, de cohabiter avec notre bégaiement le mieux possible. Fait que c'est à plein d'égards, hein, c'est pas juste quand je parle, mais c'est aussi ma relation que j'ai avec le bégaiement, c'est quoi ma croyance profonde face au bégaiement. Fait que tout ça, ce travail-là sur tous ces fronts-là, ben ça fait en sorte que tranquillement, ah tiens, je réagis moins quand je bégaye, puis je suis capable de moins anticiper peut-être des fois, puis je me sens mieux. Fait que c'est ça, c'est à plein niveau. Puis souvent, ce qui est paradoxal, je trouve, c'est que avoir tout ça en tête, sans chercher à être plus fluide ou à ce que le bégaiement varie moins, mais paradoxalement, chez certaines personnes, pas toutes, ça fait que le bégaiement diminue et ou varie moins. Mais pas chez tout le monde, tu sais. Fait que, des fois, la manière la plus efficace d'atteindre ce but-là, d'être plus fluide, passe par un détachement de ce but. Exactement. C'est toute une expérience humaine, hein? Bégayer. Mais, hein? Ah, mais, hein? Puis, tu sais, je trouve que c'est ça. Effectivement, c'est quand on essaie de... En fait, c'est de lâcher prise, d'être moins en lutte avec le bégaiement, puis qu'on veut donc comme le qu'il n'y en ait pas. Mais le c'est dompter, il va en avoir. Il va en avoir. L'autre personne va m'écouter quand même. Tu sais, d'avoir ce discours-là, d'essayer d'avoir ce discours-là plus rassurant, réaliste aussi, que si l'autre personne réagit, je vais lui dire, regarde, je bégaye, c'est comme ça. Fait que, c'est pas simple, hein? Puis la variabilité aussi, ce qui me fait penser, tu sais, c'est très variable d'une personne à l'autre. Il y en a qui disent qu'ils peuvent bégayer pendant quelques jours. Après ça, ah ben là, j'ai quelques jours que je bégaye moins. D'autres, c'est en termes de mois, en termes de moments dans la journée. Fait que c'est tellement différent d'une personne à l'autre, tu sais, la variabilité sur le temps, puis
la situation avec qui tu parles, le sujet que tu abordes, parce que des fois, quand on parle de certains sujets, il y a plus de bégaiement. Quand la charge émotive, des fois, est plus grande, pour certains, le bégaiement va être plus élevé. Fait que c'est tellement, tellement variable d'une personne. Ben, c'est ça, c'est très différent d'une personne à l'autre. Fait que au bout du compte, c'est d'essayer de mieux se connaître, tu sais. Puis c'est ça que Jean-Sébastien aussi disait dans le dernier épisode qu'on avait quand tu étais avec lui, là. Il disait ça, tu sais, maintenant, là, je plonge dans mon bégaiement, puis je veux mieux connaître mon bégaiement. Puis c'est quel beau message qu'il envoyait, tu sais. Puis je pense que c'est la porte d'entrée pour... c'est pas facile, là. On dit pas ça parce que c'est facile, mais c'est une porte d'entrée pour mieux vivre avec, quoi, au bout du compte. Ce que tu disais tantôt sur que la variation du bégaiement n'est pas la même d'une personne à l'autre, ça m'a fait penser, il y a quelques années, bien sûr, je le nomme encore, dans un congrès de la National Stuttering Association, il y a Jean-François Leblanc, qui est au conseil d'administration de l'ABC depuis plusieurs années, à un congrès, je pense que c'était en 2015-2016, il avait donné un atelier en anglais, puis ça s'appelait Mild Stuttering Mild Challenges, qu'on pourrait traduire par... ben là, je paraphrase vraiment, là, je ne fais pas vraiment je ne représente pas la bonne traductrice que j'étais, là, mais on pourrait dire, est-ce que, on pourrait dire bégaiement léger, petit défi, ou moins de défis, ou défi léger, ou whatever. Bref, c'est cette idée que, est-ce que parce que tu bégaies moins, t'as moins de défis dans ta vie? Et ce qui était ressorti de cet atelier-là, c'était notamment que quand tu bégaies moins, quand c'est plus léger, puis que ça varie, là, ça va passer de léger à sévère, mettons. Puis ça peut être plus surprenant pour toi et pour tes interlocuteurs. T'sais. Ça peut surprendre plus. Mais quand ton bégaiement est plus sévère, tu sais, que, mettons, il est constamment sévère, là, fait que ça varie, mais comme les gens vont, tu sais, ça va moins être surprenant ou moins remarquable. Ouais. Fait que c'était comme... Puis les gens qui bégaient plus sévèrement sont plus habitués de le montrer. Ceux que c'est léger vont comme avoir tendance à le cacher parce que c'est plus possible, tu sais. Ben oui. Ça, c'était ressorti que je pense que ce qui est ressorti m'a fait penser, dans le fond, que la variation, c'est peut-être pire quand ton bégaiement est considéré, a été évalué comme léger. Mais comme on va voir tantôt dans les études dont on va parler, là, quand on évalue, est-ce que la variabilité vient jouer là-dessus? Bref. Mais quand on t'évalue puis on dit que c'est léger, peut-être que la variation te pèse plus lourd. Ben ouais, si l'écart est plus grand, c'est ça, c'est plus un irritant que quand ça varie moins, effectivement. Puis avant qu'on parle de l'étude, là, une super étude que tu voulais aborder, je voulais juste nommer, tu sais, quand on parle de variabilité, on peut aussi parler de conditions facilitantes qu'on appelle. Ça veut dire qu'il y a des situations qu'il y aurait très peu de bégaiement, voire pas de bégaiement. Puis après ça, de voir des effets qui sont des phénomènes chez les gens qui bégayent qui sont reliés à la variabilité. Fait que, mettons qu'on y va avec les conditions facilitantes. Bon, mettons le chant. Ça, on sait que la plupart des gens, de manière universelle à travers le monde, il y a très peu de bégaiement, voire aucun bégaiement quand on chante. Ça, c'est quelque chose que... Ouais. Souvent, quand je dis aux gens que je bégaye, puis qu'ils me connaissent pas, ils vont dire est-ce que tu bégayes quand tu chantes ou tu bégayes pas quand tu chantes, hein? Puis on dirait que ça, à force de me le faire répéter, ça commence à m'énerver un peu. Je suis comme, non, je bégaye pas quand je chante. Mais tu sais... j'avoue, hein? Comme... Mais c'est un peu comme le concept de micro-agression, là, tu sais, c'est pas... Comme, l'intention est bonne, mais tu l'entends tellement souvent qu'à un moment donné, t'es comme, ça t'énerve. Bref, mais je sais que les gens, c'est pas méchant, tu sais. Mais c'est comme fascinant aussi, mais c'est fascinant de se dire, mais là, quand tu parles, il y a du bégaiement, puis là, tu chantes, mais tu bégayes pas, mais qu'est-ce qui se passe? C'est quand même fascinant aussi comme phénomène, fait que là, je comprends que des fois, ça
les gens sont, c'est ça, ils sont flabbergastés, comme on pourrait dire. Ce que j'aime dire, c'est que, puis tu me corrigeras là si c'est pas, si c'est faux, bégayer puis chanter, c'est deux actions différentes, gérées différemment par le cerveau, mais qui se servent des mêmes fonctions, tu sais. Donc, on chante, c'est notre respiration aussi, c'est la phonation, c'est la parole. On chante avec notre bouche, avec notre souffle. Fait que c'est pour ça que les gens, ça les étonne. Mais si on pouvait voir ce qui se passe dans notre cerveau avec une fenêtre, là, ben on verrait que c'est pas le même chemin que notre cerveau emprunte, que la fonction réalisée par notre cerveau est pas la même. Ouais, moi, c'est un peu comme ça, je l'explique. Tu sais, quand on parle de manière spontanée, là, on crée les mots à chaque fois, on crée nos phrases, fait que là, c'est là que le bégaiement survient. Mais quand on chante, c'est comme si le chemin était déjà tracé. Fait que c'est comme si, ah, tiens, là, le bégaiement, c'est comme plus fluide à ce moment-là. Le chemin est déjà tracé des paroles. On connaît les paroles. C'est la même chose quand on parle à l'unisson, quand on parle, ou la parole chorale qu'on appelle, là. Parler en même temps que quelqu'un. Souvent, la personne qui bégaye va vraiment avoir moins de bégaiement à ce moment-là. Parler à un animal aussi, parler à un bébé. Ça, des fois, on voit comme un genre de condition qu'on appellerait facilitante, là, qu'il y a moins de bégaiement. Lorsqu'on imite quelqu'un, quand on chuchote aussi. Certains aussi vont dire se parler à soi-même. Quand on se parle à soi-même à voix haute, il y aurait moins de bégaiement. Donc, tout ça, c'est comme des conditions qui... C'est vrai que c'est fascinant, là, parce que dans le fond, on se rend compte que dans ces moments-là, il y a moins de bégaiement. Encore là, pas de la même façon pour tout le monde. Le chant reste quand même la situation la plus commune. Puis le reste, chuchoter aussi, je pense que c'est quand même assez commun, là. Mais tu sais, c'est ça reste quand même quelque chose qui est assez reconnu, assez globalement pour les gens qui bégayent. Puis les effets aussi, je vais juste parler de 3 phénomènes qui sont vraiment intéressants par rapport au bégaiement. L'effet d'adaptation, de constance puis d'adjacence, là, qu'on appelle. Donc, l'effet d'adaptation, là, ça veut dire que quand la personne qui bégaye lit un même passage de texte plusieurs fois, la fréquence de bégaiement aurait tendance à diminuer d'une lecture à l'autre. Jusqu'à 5-6 lectures, là, qu'on a l'effet maximal, là. C'est intéressant, ça. Puis je sais pas si les gens à la maison, tu sais, les adultes qui nous écoutent, qui bégayent, ont remarqué ça, tu sais, que ça se passe aussi dans leurs paroles. Mais ça, c'est intéressant de voir que pour la plupart des bégaiements développementaux, c'est un effet naturel qu'on va remarquer. Donc, l'effet d'adaptation. Toi, t'as-tu remarqué ça des fois? Oui, vraiment. Avant, en fait, à l'épisode passé, j'ai fait l'introduction parce que avant, parenthèse, la voix qu'il y avait dans les introductions de nos épisodes était la voix de Charles Auguste, qui était la personne qui faisait le montage de notre épisode. Puis là, il pouvait plus travailler pour nous. Oui, puis on l'aimait tellement, il y a tellement une belle voix. Oui. Puis là, on s'est dit, pourquoi ça serait pas Judith et moi qui fait une intro chacune de temps à autre? Et j'ai commencé par en faire une pour le dernier épisode, l'épisode 12. Là, j'ai écrit un texte, je me suis pratiquée quelques fois, puis la première fois que j'ai lu le texte, j'ai bégayé sur quelques mots, tu sais. Puis je me disais, c'est bien, parce qu'on est dans un podcast sur le bégaiement. Mais là, quand je me suis enregistrée, je l'avais déjà lu 5-6 fois, tu sais, puis là, je bégayais quasiment plus. Ouais, c'est ça! Puis je me disais, oh non! Fait que là, j'ai comme ajouté quelques bégaiements volontaires dedans. Ah non, mais tant mieux. On veut entendre du bégaiement, tu sais. Ben oui. Mais tu vois, l'effet d'adaptation aussi, ce qui est intéressant, c'est que l'effet s'estompe si on fait une pause de quelques heures. Fait que si tu avais entendu, disons, 3-4 heures ou quelques heures, ben là, normalement, en tout cas, selon certaines études, c'est que le bégaiement reviendrait dans le fond. Un petit peu plus. L'effet s'estomperait. Puis l'autre effet, le deuxième effet que je voulais parler, c'est l'effet de constance. Donc en anglais, c'est consistency effect. Ça, c'est intéressant parce que dans la lecture du texte, je ne sais pas si tu as remarqué, mais le bégaiement souvent survient aux mêmes endroits, sur les mêmes mots, ou le même endroit sur le mot, lors de la lecture du passage du texte. As-tu remarqué ça quand tu as fait ta lecture? Oui, j'ai remarqué ça, oui. J'ai remarqué ça souvent, mais pour revenir à mon exemple tantôt, là, je relisais le texte puis je bégayais aux mêmes endroits. Ouais, ça, c'est quelque chose qui est comme un phénomène qui
qui fait partie du bégaiement. Mais tu sais, je trouve ça quand même vraiment... En tout cas, moi, je trouve ça très cool, tu sais, ce genre d'effet-là. Puis, l'effet d'adjacence, donc adjacency effect, ça, c'est quand la personne lit le passage du texte, puis on va enlever, disons là que tu aurais lu ton texte, mais on enlève les mots sur lesquels tu avais bégayé. Ben là, quand tu vas relire le texte, il y a plus de chances d'avoir du bégaiement sur les mots qui sont adjacents aux mots enlevés. Peux-tu croire, toi? C'est fascinant. C'est fascinant, hein? C'est vraiment intéressant. Ouais. Comme on se disait, il y a quelque chose au niveau de l'anticipation, au niveau, comme on disait, moteur, le cerveau se souvient de quelque chose, puis là, il y a encore du bégaiement à l'autre lecture, puis aux mots adjacents. Fait que, tu sais, c'est... En tout cas, fait que ça, c'est quand même assez typique pour des gens qui ont des bégaiements développementaux, c'est ça. Puis, juste pour terminer, on a parlé d'anticipation aussi, là, qui est un autre effet quand même, un autre phénomène relié au bégaiement, là. Ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que dans une thèse d'une étudiante de Rick Arenas, qui est orthophoniste et professeur à l'Université de New Mexico, j'ai trouvé ça dans un podcast de décembre 2020 là, de la Stuttering Foundation of America, la SFA. On mettra le lien dans la description de l'épisode. Dans cette thèse-là de son étudiante, c'était super intéressant parce qu'elle documentait un petit peu 3 types d'anticipation chez la personne qui bégaye. Donc, le premier type, c'est la prévision. Dans le fond, c'est que la personne forecast, en anglais, la personne qui bégaye n'est même pas dans la situation encore, mais elle va l'anticiper. Exemple, tu sais, j'ai une entrevue professionnelle dans 2 semaines. Puis là, tu sais, je suis pas dedans, mais je l'anticipe, tu sais. Fait qu'il y avait cette partie-là. Le deuxième type d'anticipation, ça s'appelait assessment, donc comme l'évaluation. La personne qui bégaye est dans la situation. Exemple, je suis au travail, je suis dans un tour de table, et là, je dois me nommer. Fait que je suis dans la situation, mais j'anticipe que je vais parler. Donc, j'attends avant de parler. Ça, je l'entends souvent, cette situation-là. Puis le dernier type d'anticipation, selon la thèse de doctorat, c'est la détection. Ben, c'est un niveau plus simple. Pas simple, mais à un petit niveau, là, c'est que la personne qui bégaye anticipe un son ou un mot plus difficile. On en a parlé tantôt, là, que ça arrive quand même fréquemment. Là, pour chaque personne, le son est différent, les sons ou les mots sont différents, mais on anticipe dans la phrase même, quand on parle, le mot, ben, on anticipe le bégaiement, c'est ça. Et on parlait tantôt, on a parlé brièvement des effets de la pleine conscience sur le bégaiement qui sont positifs souvent. On va en parler davantage dans un autre épisode. Mais ça me fait penser que ces 3 choses-là, la prévision, l'évaluation et la détection, ne sont pas nécessairement mauvaises en elles-mêmes. Tu sais, je pense que c'est seulement des mécanismes qu'on développe quand on bégaye. Parce que, comme tu as dit, peu importe dans la culture où on est, le corps n'aime pas vraiment ça bégayer, tu sais. Puis, mais je pense que ces mécanismes-là peuvent nous aider aussi à reconnaître ce qui nous stresse, tu sais. Comme si je vais à la pharmacie, par exemple, puis là, j'ai une prescription, puis ça me stresse déjà, tu sais. Mettons, j'entre dans la pharmacie. Puis encore plus maintenant que j'ai un masque, l'autre personne a un masque, il y a un mur entre nous. Tu sais, ça, c'est des éléments qui font que je bégaye plus. Fait que là, avant même que j'entre, je me dis, OK, je vais dire « Bonjour, j'ai une prescription au nom de Geneviève Lamoureux. » Puis là, tout ça dans ma tête, c'est comme... Ben, je prévois, tu sais, je suis même pas encore là, puis j'anticipe. 2, j'évalue. Quand j'arrive là, j'évalue, puis je suis comme... tant mieux, il y a personne. Fait que il y a juste moi, personne va entendre, personne va entendre ce que je dis et attendre après moi. Puis la détection, c'est comme là, je vais dire, OK, je vais bégayer sur prescription, je vais bégayer sur mon nom. Mais tu sais, tout ça, c'est pas nécessairement mauvais parce que si c'est mixé, mettons, à des éléments de pleine conscience, mais je peux dire, OK, je reconnais que je suis anxieuse, que je suis stressée. Qu'est-ce qui me stresse vraiment? OK, c'est le mot prescription, puis c'est mon nom. Pourquoi ça me stresse? Ben, parce que... Ben, pourquoi, dans le fond? Ouais, qu'est-ce qui me stresse? Tu sais, puis là, on dirait que... c'est ça. Exactement. Mais oui, c'est ça, comme de me rendre compte. Intérieur. Ouais, c'est ça, il faut comme se parler. Ça. OK, qu'est-ce qui me stresse? Pourquoi? Puis qu'est-ce qui te stresse là-dedans? Ben, c'est ça, là, j'étais comme...
Ben souvent, quand je me demande qu'est-ce qui me stresse, c'est genre ben, que les gens voient que je bégayais. Puis là, je suis comme, Geneviève, genre, tu co-animes un podcast sur le bégaiement. Comme, rappelle-toi comment t'es bien avec ça la plupart du temps. Fait que là, je suis comme, ah, mais dans le fond, ça me stresse-tu vraiment? Puis là, mais tu sais, je vais bégayer quand même, mais on dirait que avec les éléments de la pleine conscience, puis d'analyse, tu sais, que je me sers de ces 3 mécanismes-là, mais à meilleur escient maintenant qu'avant. Fait que Ouais. tout ça pour dire que ces mécanismes-là sont pas mauvais en soi, qu'on peut s'en servir, en fait, pour mieux vivre le bégaiement. Ouais, c'est vrai. Puis tu sais, moi, ce que je trouve, c'est super intéressant ce que tu dis. Puis aussi tu sais, faut pas se juger. Idéalement, on veut pas se juger. T'as eu ça, hey, tu sais, c'est correct d'être anxieux. Puis le fait de le reconnaître, de dire, ah, c'est vrai, oh là, je me sens un peu anxieuse. OK, j'ai le droit. Tu sais, d'essayer de redescendre la pression en se disant ça, là, de dire, j'ai le droit d'être anxieuse. Puis, ah, tiens, je le remarque, je l'observe. Tu sais, puis des fois, on fait ça aussi en pleine conscience, d'observer notre émotion. Ah, tiens, puis de prendre du recul face à ça. Des fois, ça fait que, ouf, ça diminue la réaction, tu sais. Fait que d'observer ça, de prendre du recul, de réfléchir à ah, tiens, c'est arrivé, pourquoi, OK. Puis est-ce que tu sens que quand tu fais ça, comment tu vis, quand mettons quand tu es allé là, pour demander ta prescription, comment tu comment tu l'as vécu? Vraiment mieux. Ouais, c'est ça. Tu sais, puis ça me fait penser que être ouvert au fait que notre perception peut changer. Par exemple, ça fait quelques années, là, j'étais au musée avec mon neveu. Puis là, il y avait, ben à cette époque-là, il y avait comme 10 ans, puis il voulait aller aux toilettes, puis on les trouvait pas. Puis là, moi, je me disais, il faut que je les trouve tout seul parce que ça me tente pas de de demander à quelqu'un où sont les toilettes, puis bégayer devant mon neveu. Qui pourtant a toujours été très gentil, puis il a jamais rien dit, tu sais, mais c'était comme, on dirait que justement, pour revenir au mécanisme, que dans l'évaluation de la situation, c'était pire parce que mon neveu était là. Puis que moi, j'étais une adulte, puis là, comme ma conception d'être adulte qui accompagne un enfant, comme si le bégaiement, il y avait moins sa place là que quand moi, j'étais toute seule. Ah, je comprends. T'avais la Puis là, responsabilité, ouais, t'avais comme, ben, pas l'autorité, peur mais de... c'était toi qui Ouais, devais gérer, puis le bégaiement, dans le fond, c'est comme si ça marchait comme pas. si j'étais moins capable de l'accompagner en tant qu'adulte parce que je bégayais. Puis Ah là, ouais, je comprends. j'ai demandé où sont les toilettes à un commis, puis tu sais, ben j'ai bégayé, puis la personne était vraiment gentille. Comme c'était un gars qui m'a regardé, il m'a vraiment souri, puis même j'ai l'impression qu'il m'a trouvé cute, là, tu sais. Yeah, mais Puis... c'est clair! Puis mon neveu... non, mais je voulais pas dire ça pour ça, mais dans le sens que je veux en venir au fait qu'être ouvert, que notre perception change. Ouais. Puis là, j'ai comme eu cette impression-là. Puis mon neveu a rien dit pantoute. Il était super content de savoir où les toilettes étaient. Puis là, quand j'étais dans les toilettes, puis je réfléchissais à ce qui venait de se passer, puis je me disais, que le gars m'a souri, m'a regardé dans les yeux, que Jérémy, qui est mon neveu, a rien dit. Tu sais, pour lui, c'était tellement normal. Puis là, je me rendais compte, dans le fond, que ma perception avait changé. Que le bégaiement varie, mais j'avais comme, dans le fond, accepté que ta perception d'une situation peut changer, genre. Puis à mesure que j'ai fait des sorties avec mon neveu, que mon bégaiement est ressorti plus quand, mettons, fallait que j'aille demander de l'aide dans un endroit public où je sais pas trop, mais je m'habituais à ça, puis c'était comme... C'est ça. C'est intéressant. Hein? Fait que c'est ça, faut vraiment, c'est ça. Idéalement, c'est de s'écouter, de pas se juger, puis de pas se taper sa tête, justement, tu sais, de dire, ah tiens, j'ai eu cette réaction-là, j'étais anxieuse, ah finalement, ça s'est mieux passé que ce que je croyais, ok, ben, je le prends dans ma tête, là, tu sais, je le mets dans mon expérience, puis, ben, la prochaine fois, on verra comment ça se passe, mais, tu le sais que tu as quand même accumulé une situation, tu as vécu une expérience qui était comme somme toute positive, fait que ça fait que la prochaine fois, peut-être que tu vas avoir un peu moins d'anticipation, peut-être. C'est comme... il y a une métaphore sur le blog de Laurent Lagarde, qui est une personne qui bégaie, qui vit en France.
je vais mettre le lien dans notre résumé. Il dit, quand il y a une situation qui se présente à nous, est-ce qu'on nourrit la plante de l'acceptation, la plante de l'acceptation / confiance en soi / comme la bonne plante, ou on nourrit la plante de l'évitement, de la culpabilité, de la haine de soi, tu sais. Fait que c'est ça, suite à une situation qui s'est passée, on peut consciemment choisir quelle plante que je nourris, tu sais. Puis on peut appliquer ça à la variation de notre bégaiement. Ah ouais, j'avoue. Fait que c'est ça, tout ça aussi, le fait de plonger là-dedans, là, c'est qu'après ça, on fait un choix éclairé. Puis c'est correct des fois de dire, ben finalement, je veux éviter, on en a déjà parlé, tu sais, c'est correct aussi des fois d'éviter, là. C'est pas non plus de toujours s'exposer, puis si on sent que c'est trop, c'est correct des fois aussi, tu sais. Mais de le faire de manière consciente, puis de dire, regarde, aujourd'hui, je le fais pas ou je le fais, tu sais. Ou, ouais. Ah, c'est vraiment pertinent. J'adore cette notion-là de faire un choix. Parce que souvent, on se sent très impuissant face au bégaiement et à sa variation surtout, là. Et de comprendre que dans cette situation-là, on peut faire des choix, on peut agir sur la situation. C'est très empowering. Je sais jamais comment traduire ça. C'est ça, aussi, je dire empowering, ouais, c'est ça. Comme Ça... dur à traduire. Ouais, ben ça nous donne un certain contrôle dans le bégaiement qui nous invite au lâcher-prise. Mais tu sais, avoir un petit ou contrôle, c'est toujours le fun. On sent qu'on a une action qui donne un résultat, puis on est bien là-dedans. C'est de sentir qu'on a une action, de sentir que c'est ça, qu'on a un choix, c'est qu'on peut faire un... Ouais, c'est ça, une action on subit pas, tu sais. C'est ça que je m'en allais dire, qu'on ne subit pas. Parce que je pense que la plupart des personnes qui bégaient, pas tout le monde, là, mais avant d'entreprendre j'aime pas ça dire ça, mais un travail sur soi ou une exploration plutôt, on subit beaucoup notre bégaiement. Ouais, exact. Là, je me demandais, ça tenterait-tu de parler justement de l'étude? Il nous resterait comme 2 études que tu voulais parler qui étaient tellement intéressantes sur la variabilité du bégaiement, dont l'étude de Titchener et Yarus en 2021, donc c'est très très récent, qui disait que la variabilité du bégaiement serait un aspect de la condition du bégaiement qui serait un des plus frustrants pour les adultes qui bégaient. Oui, dans cette étude-là, qui comporte 204 répondants, il y a 97% des personnes qui bégaient qui ont indiqué que leur bégaiement varie. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un 3% qui ont indiqué que ça variait peu ou pas. Donc, on voit qu'il y a certaines personnes que ça semble assez stable. Et il y a autour de 70% des répondants qui rapportent une frustration importante qui est directement liée à la variabilité de leur bégaiement, parce qu'ils bégaient davantage à certains moments qu'à d'autres, et parce que le bégaiement est plus prononcé dans certaines situations plutôt que d'autres. Puis, ce que je trouve intéressant là, dans cette étude-là, c'est qu'ils ont comme séparé le niveau de variabilité en 3 grandes familles, là, si on veut, là, d'aspects externes, internes et au niveau des pensées de la personne. Donc, les aspects externes, c'est que le bégaiement se varie en termes de fréquence, de ce qu'on observe, là, en termes de fréquence, de durée du bégaiement, de la sévérité du bégaiement, de l'effort perçu par la personne lorsqu'elle parle. Puis cet aspect-là, c'était nommé comme étant le plus très, très, très variable, en fait, ces aspects-là externes. Puis par la suite, il y avait les aspects internes, fait que c'est plus au niveau de la tension physique dans le corps, des comportements cachés de la personne, donc exemple, changer les mots, utiliser des mots qui sont moins bégayés, donc tu sais, essayer d'avoir des, comme on se disait, reformuler des phrases pour moins bégayer. Puis ces comportements-là internes, donc ces aspects-là internes du bégaiement, étaient moyennement reliés à la variabilité. Et le dernier aspect qui était
évalué, c'était la variation dans les pensées et les émotions négatives de la personne. Donc, par exemple, c'était à quel point la personne avait des pensées négatives et des sentiments plus négatifs ou désagréables en lien avec son bégaiement. Et ça changeait pas tant que ça. Ça restait assez, c'était pas très variable selon les gens. Fait en gros, c'est comme si les gens reportaient beaucoup de variabilité au niveau du bégaiement en soi, là, tu sais, à quel point il y en avait de fréquence et de durée, mais peu de variabilité au niveau de leurs émotions en lien avec le bégaiement. Fait que, tu sais, c'est comme, là, ça, c'était comme vu comme étant plus stable. Fait que ça, c'est quand même intéressant, je trouve. Mhm. Je me questionne, tu sais, si la conception de ton bégaiement est négative, ça voudrait dire que ça reste stable, mais si ta conception est plus plus vers le positif, sur un continuum, ça reste stable aussi, tu sais. Mais ça peut changer, c'est juste que ça changera pas à tous les jours, tu sais. Mais je veux dire, ça peut changer dans ta vie comme ça change une perception. Oui, c'est ça, ouais. Ce que je trouve intéressant dans cette étude-là, c'est qu'il rapporte aussi beaucoup de témoignages des participants. Donc, c'est des citations qu'on a traduites, là, donc je paraphrase. Il y a des citations sur plusieurs sujets, si on veut, sur plusieurs aspects de la variabilité plutôt. Par exemple, quand on parle de la variabilité dans le temps, donc mettons pas je bégaye pas maintenant puis la seconde après oui, là, mais dans un temps assez long, là, il y a des gens par exemple qui ont dit je peux parler assez fluidement. Je sais que fluidement ça se dit pas, mais j'aime le dire. Donc, je peux parler assez fluidement pendant 2 semaines, puis vivre une période de 2 mois où j'ai de la difficulté à dire le nom de mon enfant. Et une autre personne disait que plus jeune que les périodes fluides ou moins fluides étaient de l'ordre d'une semaine ou de 2-3 jours, et qu'aujourd'hui, ces périodes-là sont plus longues. Donc, la personne peut sentir qu'elle va bégayer plus dans une période de 3-4 mois, par exemple, et qu'elle va bégayer moins pendant 1 ou 2 mois, par exemple. Il y a ce que je trouvais intéressant aussi, qui revient souvent quand même chez les personnes qui bégayent que je connais, c'est qu'il y a des participants qui disaient que lorsqu'ils étaient fatigués, que leur bégaiement était plus prononcé. Puis ça, je pense que ça a beaucoup de sens parce que le bégaiement, c'est un dysfonctionnement de la coordination de la parole. Donc, c'est normal que si on est fatigué, on a moins de concentration et moins d'énergie pour que la parole soit coordonnée de façon plus efficace. Il disait aussi quand il était plus stressé, puis quand il sentait plus une pression aussi, là, que ça peut être un bégaiement qui, à ce moment-là, qui va être plus élevé. Une autre chose que je trouvais intéressante, ça fait un beau lien avec ce qu'on disait sur la pleine conscience tantôt. Il y a un participant qui disait que la variabilité de son bégaiement était surtout liée à la gestion de son état intérieur. Il dit que, là c'est un mot que j'ai de la misère à traduire tout le temps, la personne dit lorsque je suis self-conscious, donc il y a comme pas un mot qui traduit tout ça, là. C'est genre ressentir de la gêne, être embarrassé ou juste avoir comme vraiment penser à ce qu'on a de l'air, tu sais. Ouais, la conscience de soi, on dirait. Ouais, c'est ça. La personne, quand elle est dans cet état-là, elle est moins concentrée sur le moment présent et les stimuli externes ont plus d'influence sur sa parole. Lorsqu'elle arrive à maintenir un état de calme, ça l'aide à communiquer plus librement. Et elle trouve que quand elle pense à sa parole, elle a tendance à avoir des moments de bégaiement plus fréquents et plus longs. Et le plus qu'elle est dans une position d'ouverture, qu'elle se concentre davantage, en fait, qu'elle se concentre moins sur l'anticipation et l'évitement,
plus c'est facile d'utiliser les techniques lorsqu'elle bégaye. Il y a une étude aussi réalisée par Christopher Constantino en 2020 qui a conclu que les personnes qui vivent davantage leur bégaiement dans la spontanéité ont significativement moins d'impact négatif du bégaiement dans leur vie. Faut savoir que ce que Constantino décrit comme la spontanéité, c'est un concept qui est nouveau, en fait. C'est un concept qui est utilisé pour décrire l'expérience subjective de la parole. Ce que Constantino décrit comme une parole qui est spontanée, c'est une parole qui se caractérise par peu d'anticipation et peu d'effort, et aussi qui se vit dans la joie et qui est significative pour la personne. Donc, on pourrait traduire ça comme que la personne, qu'elle habite ce qu'elle dit pleinement, t'sais. Et ce qui est très important dans cette conception-là, c'est que l'attention de la personne qui parle n'est pas dirigée sur la production physique des mots. Et finalement, que la spontanéité se distingue de la fluidité. Donc, on peut dire qu'une parole est spontanée, qu'elle soit fluide ou non. Donc, je peux être très spontanée et je bégaye pas, et je peux être spontanée tout en bégayant aussi. Et là, je remarque ce qu'on parle depuis tantôt de la variabilité du bégaiement, puis je remarque que j'ai beaucoup plus bégayé dans ce moment-ci de notre podcast parce que j'étais en train de lire le concept, de lire les notes sur le concept de la spontanéité. Je ne les avais pas traduites souvent, je les traduis avant, puis dans ce cas-ci, non. Fait que là, j'étais en train de traduire dans ma tête tout en lisant le texte qui est en anglais. Donc, la situation de parole était complexe, puis je remarque que mon bégaiement était plus prononcé pendant que je vous expliquais ça. Ouais. Hey, mais c'est intéressant, hein, tu sais, la spontanéité là, de Christopher Constantino, on l'aime tellement. Puis il a fait une vidéo là-dessus récemment, hein, tu sais, sur Instagram, j'ai vu ça, là, je l'ai posté, là, qui parlait de ça dans une vidéo peut-être comme de 3 minutes, 5 minutes, je sais plus trop. Oui. Mais c'était tellement bon, là. On pourrait mettre le lien peut-être de cette vidéo-là, c'est de retrouver cette vidéo-là. Donc, on a parlé beaucoup de la variabilité du bégaiement dans cet épisode-ci, en long et en large. J'aimerais maintenant que Judith, tu nous expliques comment on tient compte de la variabilité du bégaiement dans le milieu clinique. Donc, quand on évalue une personne qui bégaye avant et après une thérapie. Ouais, ben tu sais, dans le fond, c'est ça, tu sais, chez les adultes, c'est ça, on va aller chercher la parole qui est la plus typique possible, donc aller chercher différents moments de conversation, puis on veut aussi que la personne nous dise « Ah oui, ben ça, c'est ma parole typique », tu sais, idéalement, on veut aller chercher la vie de la personne, c'est sûr, là. Fait que oui, on va aller chercher différents moments de conversation, lecture à voix haute, comme tu me l'as dit. Chez les enfants, on peut faire un petit peu plus de temps, je dirais, en termes de description d'image. Souvent, c'est pour comme mettre l'enfant plus à l'aise en début de rencontre, il nous connaît pas, puis là, ben, OK, parle-moi de ta garderie. Tu sais, là, l'enfant est comme, ben, voyons, ça peut. Fait que là, c'est souvent, tu sais, moi, souvent, c'est ce que je fais en début, là, on décrit des images drôles, des absurdités. Donc, cette tâche-là est souvent faite chez les enfants.
Puis d'avoir des discussions avec le parent aussi, que l'enfant parle avec le parent. Moi, j'aime beaucoup avoir des discussions à la maison aussi, pour tout le monde, là, tous les âges, là, d'avoir vraiment des conversations, soit avec le frère, la sœur, avec le parent, qui sont enregistrées. Donc, ça permet d'aller analyser la fluidité dans ces moments-là, toujours en s'assurant que, OK, ce que j'ai eu comme échantillon de parole, est-ce que c'est représentatif de la vie de tous les jours de la personne en moyenne? Ou, tu sais, oui, est-ce que c'est pire? Est-ce que le bégaiement est plus élevé, moins élevé? Tu sais, puis on prend tout ça ensemble pour donner notre conclusion de sévérité là, finale pour la personne, ouais. Donc, maintenant, si on parle, là, on a parlé d'évaluation, si on parle d'intervention, comment on tient compte de la variabilité du bégaiement en intervention? Ben, exemple, pour les enfants, souvent, on va y aller en début de traitement avec des jeux qui incitent l'enfant à avoir des productions verbales un petit peu plus courtes, moins complexes, exemple, mots isolés, phrases simples, pour aller chercher la fluidité. Le but, c'est ça, quand on est dans un traitement, exemple, de façonnement ou de LITCOM, ce genre de traitement-là, on va aller chercher des situations de fluidité. Donc, on y va de manière hiérarchique sur le plan de la complexité langagière. Fait que, on commence dans des jeux qu'on va parler plus avec des mots isolés. Après ça, des courtes phrases. Après ça, on fait une petite explication. Après ça, on raconte quelque chose. Après ça, on arrive aux niveaux les plus complexes qui sont de conversation. Après ça, une conversation avec un petit peu de pression temporelle. Exemple, OK, je te coupe la parole, tout ça. Le but étant que graduellement, l'enfant garde maintienne dans le fond ce qu'on enseigne dans le fond de techniques de fluidité, par exemple, si on est là-dedans, à des niveaux de plus en plus difficiles, entre guillemets. Donc, ça, c'est comme une façon on contrôle le jeu qu'on a, l'activité qu'on a en termes de complexité de parole. Puis en LitCom, c'est un peu la même chose aussi. Donc, on gradue, il y a un niveau graduel de type de jeu, de type d'activité qu'on va faire. Puis pour les adultes, exemple, si on est en Camperdown, ben, la variabilité, c'est un peu le même principe. T'sais. On veut aller chercher une tâche qui est un peu plus facile, entre guillemets, au début. Fait que souvent, on va être en lecture à voix haute. Par la suite, on va être en monologue. Puis après, on va être en conversation. Fait que c'est comme une gradation d'activités qu'on va faire, que la personne maintient les techniques de fluidité qu'on enseigne. Exemple en Camperdown, mais là, on va graduellement aller de plus facile à plus difficile pour qu'à la fin, le but, c'est d'utiliser ces techniques-là dans la vie de tous les jours, qui a de la pression temporelle, qui a des conversations, que c'est le niveau le plus difficile, si on veut. Puis encore là, c'est sûr que le bégaiement varie d'une journée à l'autre. C'est pour ça aussi qu'il faut tenir en compte que des fois, là, on est en fin de suivi de fluidité, si on vise la fluidité encore là. Puis oui, le bégaiement va encore varier d'une journée à l'autre. Les échelles de sévérité ne vont pas toujours être à zéro. Mais on regarde avec l'enfant, avec le parent, dans toute la situation de la famille. L'adulte, c'est la même chose. Est-ce que la fluidité que la personne a dans sa vie de tous les jours, est-ce que c'est un niveau avec lequel elle est satisfaite? Là, on parle juste de fluidité, là, on parle pas des autres, parce qu'évidemment qu'on va regarder tous les autres aspects de ce que la personne parle, comment elle se sent bien quand elle parle. Si on parle juste de fluidité, là, ça serait ça, tu sais, d'aller voir est-ce que c'est un niveau de fluidité qui est satisfaisant. Puis oui, ça inclut que des fois, ça va continuer à varier, évidemment. Puis c'est important, c'est ça que je le redis, c'est important qu'on en parle en orthophonie. Parce que des fois, dans les programmes qu'on nous enseigne, on pense que la fluidité va être vraiment là, toujours pareil, tu sais, à la fin du suivi. Puis pour certains enfants, oui, ça se peut, mais quand l'enfant vieillit, comme on l'a déjà dit, à 7, 8 ans, 10 ans et plus, ben il y a un bégaiement qui va rester et ça va continuer à varier, tu sais. Mais c'est de voir est-ce que la personne, malgré tout ça, elle se sent bien là-dedans. Puis des fois, la personne, elle est contente parce que certaines situations, elle est plus fluide, puis c'est ça qu'elle voulait. D'autres moments, ben oui, il y a plus de bégaiement, ça varie, mais ça va en fonction des situations qu'elle s'était fixées. Donc, c'est ça. On dirait que c'est ça à quoi je pense. Ça fait du sens?
Oui, ça a beaucoup de sens. Je pense que ce qui ressort, c'est l'importance d'individualiser la thérapie aux besoins de la personne et de travailler avec le bégaiement et pas nécessairement contre lui. Mhm. Ouais, puis il y a une dernière chose aussi que je trouve importante de noter, là, c'est que, tu sais, il y a un effet aussi en termes de, je sais pas si c'est comme une habituation, mais la personne qui vient en clinique, en orthophonie, souvent, pas toujours, mais souvent, on voit que le bégaiement est moins élevé et la fluidité est plus grande quand plus il vient, dans le fond, en orthophonie. Puis des fois, c'est ça, les jeunes vont dire, les adultes aussi, elles vont dire, ben voyons, je suis dans le bureau, puis il me semble, tu sais, je suis vraiment plus fluide. Puis là, je sors, puis le bégaiement, il est comme plus élevé, tu sais. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'on entend beaucoup. Fait que c'est pour ça qu'en orthophonie, c'est très, très important de prendre en compte tout ça, tu sais, de se dire, OK, la fluidité, elle est comme ça dans le bureau, puis ah oui, mais il faut pas oublier que la fluidité à l'extérieur, elle est comme ça aussi, tu sais, pour vraiment avoir un portrait global qui est vrai de la fluidité de la personne. Fait que cet aspect-là, qu'il faut pas oublier, là, que nos mesures en clinique ne sont pas suffisantes, en fait. Il faut aller chercher des Mhm. mesures qui sont à l'extérieur aussi, de la clinique à la maison, euh, puis d'écouter ce que les clients nous disent. Est-ce que la fluidité, elle est comme ça dans ta vie de tous les jours ou non? Fait que, donc, c'est ça. Fait que c'est toujours important en orthophonie d'avoir le portrait global, de pas juste avoir nos œillères dans le bureau, là. Ça me fait penser que avec mon orthophoniste, que je vais nommer parce que je l'aime beaucoup, elle est à Québec, c'est Mélanie Bernier. On inclut la variation du bégaiement quand on se rencontre. Par exemple, la dernière fois qu'on s'est rencontrés, on est allé à la pharmacie ensemble. Je parlais de la pharmacie tantôt encore. Je passe beaucoup de temps là-bas. On est allé à la pharmacie ensemble pour pratiquer les techniques. En fait, ce qu'on fait avec elle, c'est un amalgame de techniques de façonnement et de modification. Fait qu'on est allé pratiquer ça à la pharmacie. Fait que là, j'étais allée parler à des commis. Elle était à côté de moi, puis j'essayais d'appliquer les techniques dans ces interactions-là. Puis honnêtement, c'est vraiment difficile, là. Puis on parlait de ça après, tu sais. Fait qu'on s'est comme plongé dans la vraie vie parce que je pense que dans le bureau de l'orthophoniste, la situation est pas complexe dans le sens que t'es dans un bureau, c'est fermé, personne n'entend, c'est super calme, personne te coupe la parole. Tu sais, c'est vraiment, tu parlais de conditions facilitantes tantôt, là. Ben, c'est facilitant au bout, là, tu sais. Mhm. Fait que je pense, en tout cas, moi, personnellement, euh, je pense que la thérapie, pour moi, est plus efficace si on sort du bureau. Je sais que c'est pas toujours possible, là, Ben mais oui, le puis t'as plus tellement possible, là, raison. c'est à Ben conseiller, là. oui. Ben oui, parce que dans le fond, c'est l'exposition graduée qu'on appelle, là, tu sais, Ouais. on peut commencer dans le bureau, puis après ça, Oh certaines oui, situations, pas on la va le faire première pour séance, là, vrai, tu let's sais. go. C'est Ouais. ça, mais oui, complètement, tu sais, pour certaines personnes qui veulent réaliser des situations de parole plus précises, ben oui, on va essayer d'aller le vivre avec eux, tu sais, ou de faire une gradation une hiérarchie de situations de plus facile dans le bureau jusqu'à plus difficile étant la vraie situation, si on veut. Fait que oui, c'est super intéressant, super important de faire ça, cette gradation-là. J'aimerais clore notre épisode sur ben, c'est pas une citation, là, je la paraphrase, mais quelque chose que Juliette de Chassé, qui est une orthophoniste française dont j'ai parlé au tout début de notre épisode, m'a dit. En fait, quand je lui disais que c'est ça, que mon but, c'était que mon bégaiement ne varie jamais, elle m'a dit c'est beaucoup plus aidant de voir la variation du bégaiement comme quelque chose de neutre, qui n'est ni bon ni mauvais, d'essayer de ne pas la juger ou de la qualifier, mais juste de voir ça comme quelque chose qui existe, qui fait partie prenante, en fait, qui est dans la nature même du bégaiement. Mhm, ben oui. Il y a aussi un autre mot, ben il y a un de mes amis à qui je confiais que
ça me gênait beaucoup quand je suis chez moi, dans mon appartement, et que, par exemple, il faut que je fasse un téléphone ou une présentation sur Zoom, parce que c'est ça ce que la pandémie a fait, c'est que le professionnel s'est immiscé dans nos maisons. Fait que, tu sais, le professionnel ou l'universitaire. C'est ça, le travail, là, ouais. Ouais, comme la vie professionnelle et ou universitaire s'est immiscé dans nos maisons. Donc, moi qui habite avec une colocataire que j'aime beaucoup, beaucoup, là, mais ça me gênait énormément qu'elle puisse comme entendre ça, tu sais. Mettons, m'entendre faire un téléphone professionnel, faire une présentation, bégayer plus que quand je lui parle à elle, puis qu'on est relax, puis on se parle de choses qui sont très simples, tu sais. Au fond, qu'elle m'entende être dans une situation complexe et bégayer plus, ça me gênait. Puis là, je disais à mon ami, qui m'a dit quelque chose de très inspirant, et j'aimerais clore notre épisode sur ça. Je disais à mon ami qui s'appelle David Alpuche, qui habite au Texas, qui est une personne qui bégaye aussi. Qui a notamment, on parle de lui sur le site web de la National Stuttering Association, donc je vais mettre ça dans les références pour notre épisode, qui me disait que c'est pas important ce que les autres pensent de la variation de mon bégaiement. Ce qui est important vraiment, c'est ce que j'en pense moi. Donc, si moi, je comprends pourquoi ça varie, c'est dû à quoi? Qu'est-ce qui est derrière ce processus-là, ce phénomène-là, si on veut. Si moi, je le comprends et j'en pense pas quelque chose de mal, c'est ça qui importe le plus, pas ce que les autres en pensent. C'est pas facile à faire, là, mais ces paroles m'ont fait du bien. Donc, je voulais clore notre épisode sur ça. Ouais, mais c'est des belles paroles. Merci, David. Oui, puis merci à toi, Judith, oui, pour cet épisode, pour cette conversation si riche. Mais c'est un bel épisode, donc on se voit bientôt, Geneviève, pour un prochain épisode de Je suis un podcast. Oui, à la prochaine. Merci encore. À bientôt. Salut, c'est encore nous. Je voulais juste vous dire que Je suis un podcast, c'est produit par l'association Bégaiement Communication, qui est un organisme communautaire. L'association Bégaiement Communication vise à soutenir les personnes qui bégayent pour favoriser leur épanouissement personnel, social et professionnel. Pour en savoir plus sur ces services, consultez le abcbégaiement.org ou encore suivez-nous sur les réseaux sociaux sous le nom ABC Bégaiement. Bye!